Ni hao, vous êtes bien sur le podcast de l'immobilier de la liberté des gros billets. Aujourd'hui, le thème de l'épisode, ce sera la Chine. Je démonte les idées reçues sur la Chine, version terrain, de Hong Kong à Pékin, en passant par Guling, Chongqing. Je vais vous parler de mobilité ultra moderne, de super app, de combien ça coûte un voyage là-bas, du service et de tout ce que ça peut changer dans nos business et nos investissements ici en Occident. Donc restez bien jusqu'à la fin aussi, je réponds à toutes les questions que j'ai reçues sur Instagram par rapport à la Chine. Attention, vous allez avoir mal au cerveau depuis que je suis rentré de Chine. Toutes les personnes à qui je raconte mon voyage, elles sont énervées contre moi. En fait, c'est pas contre moi. Souvent, quand on est énervé, c'est par rapport à sa propre situation et aussi par rapport à son propre ressenti et puis son propre pays. Donc, accrochez-vous, ça va pas du tout, à mon avis, être un épisode sur ce à quoi vous pensez et sur les stéréotypes qu'on peut avoir sur l'empire du milieu. Démarrer. Vous le savez, j'ai toujours 1 million de nouveautés à vous raconter. J'ai une vie à 100 à l'heure. Je suis en train d'y laisser quand même un peu d'énergie, mais beaucoup de choses. Donc, si vous me découvrez, je suis Bye Bye Patron. Je sors un podcast depuis plus de 4 ans, chaque semaine, chaque mercredi, et je suis notamment multi-investisseur en immobilier, en millions d'euros, en bourse, en centaines de milliers d'euros depuis 10 ans maintenant que j'investis là-dedans, en crypto, un peu moins. Et j'adore aussi l'intelligence artificielle et j'ai une grosse activité dans la finance. Voilà, c'est comme ça que je m'occupe la plupart de mes journées. Et aussi, je voyage 3 mois par an. Donc, c'est pour ça que je fais que je fais ce podcast sur la Chine. Cette année, j'étais j'étais à Dubaï, j'étais en Floride, j'étais en Pologne, j'étais à Alicante, j'étais en Bretagne, maintenant en Chine. Je pars en Italie là très bientôt, à Venise. Je vais repasser à Nice, j'y étais déjà. Enfin voilà, je suis tout le temps un peu aux quatre coins du globe grâce à toutes ces activités que j'ai pu mettre en place et puis un gros souci de délégation et de comment je m'organise pour faire tout ça. C'est une vie qui est riche, qui demande de l'énergie, mais qui est riche, donc j'en suis très satisfait. Et si vous voulez vous en inspirer, vous pouvez écouter ce podcast. Vous n'êtes pas obligé d'aller aussi vite que moi et vous pouvez en faire un peu moins. Mais en tout cas, j'essaie vraiment de vous partager mon expérience. Avant de commencer, je vous le demande pas souvent, en fait, je vous le demande jamais, mais si vous, justement là, le thème, il est un peu mainstream, on va dire, si vous pouvez partager cet épisode, le liker, si vous êtes sur YouTube, si vous êtes sur Apple Podcast, maintenant c'est plus simple de noter 5 étoiles, ou sur Spotify, et l'envoyer à quelqu'un qui veut voyager en Asie, peut-être qui a déjà été en Asie, mais dans d'autres pays, en Thaïlande, au Japon, en Inde. Prenez 2 secondes pour partager cet épisode, ça me ferait super plaisir. Les épisodes solo, ils fonctionnent moins bien, il y a moins d'écoute alors que c'est beaucoup plus de travail. Surtout là, j'ai dû partir 2 semaines pour avoir le contenu. Donc voilà, prenez le temps s'il vous plaît de partager l'épisode. Donc, je vais vous faire un petit revue d'actualité. Les marchés en ce moment, euh, bourse, crypto, or, ça, il se passe pas mal de choses. C'est pas vraiment la peine que je débriefe dessus parce que moi je suis investisseur de long terme. Donc voilà, les secousses comme ça, on n'en parle pas. Je trouve que ça sert à rien d'en parler quand c'est par rapport à des tensions géopolitiques comme il y a eu entre la Chine et les US. Le point, vous le savez, le S&P 500, c'est un peu l'indicateur sur lequel on mise le plus. Il y a des multiples qui sont très importants. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur comment se protéger des crises à venir. Euh, pour les membres de la formation sur la bourse. Mais voilà, ce qu'il faut se dire, c'est que on sait jamais ce qui va se passer, mais en tout cas, c'est à des multiples très importants. Même si on était à des multiples moyens, donc en fait, même si les sociétés elles perdaient pas d'argent et tout et qu'on les valorisait juste à des multiples moyens du S&P 500, on serait peut-être à des niveaux qui sont 25% inférieurs à ce qu'ils sont. Mais voilà, on sait souvent ce qui coûte le plus cher en bourse, c'est de pas être investi du tout. Donc voilà, moi j'y suis, mon portefeuille il a jamais été aussi haut, je crois bien. Et puis surtout que j'investis tous les mois, même plusieurs fois par mois en bourse. Donc c'est un fait. Un jour ça va cracher, on sait pas quand, mais pour l'instant on est bien content de profiter de la hausse. Donc ça c'est un point sur les marchés. Point plus important, ma vie.
Non, point plus important, j'ai un achat en cours en ce moment et il s'avère que je peux pas signer. Ça, ça me, ça me fatigue un peu cette histoire. Donc, j'ai le financement, j'ai l'offre de prêt, j'ai eu les 10 jours qui ont donc, sûrement que vous le savez, il faut attendre 10 jours pour signer les offres de prêt. Sauf que les vendeurs, visiblement, ils sont pas pressés d'avoir leur argent. Il se passe que déjà, en fait, donc je voulais signer le 24 octobre. En fait, il y a la mairie qui doit se réunir en commission pour la préemption. Donc, est-ce qu'ils vont préempter, c'est-à-dire est-ce qu'ils vont acheter le bien alors qu'ils achètent jamais des biens en copro? Mais est-ce qu'ils vont le faire? Donc non, donc je dois attendre. Et ensuite, le notaire des vendeurs. Donc franchement, c'est pas souvent qu'il y a un notaire pour les vendeurs. Là, ils en ont un et il est en vacances ensuite pendant 2 semaines. Et après, j'ai encore proposé une date et ça va toujours pas. Donc je vais pas signer avant mi-novembre, sachant que là, on est mi-octobre, alors que tout est en place, tout est prêt. L'apport, il a déjà été viré au notaire. Voilà, et ça m'embête un peu parce que j'ai déjà une locataire, c'est bien, et du coup, il y a quelques travaux à faire, donc j'aurais voulu faire ça au plus vite. Et là, je peux pas parce que pour des raisons indépendantes de ma volonté, mais peut-être que ça va aussi me permettre de regagner un peu d'énergie par rapport à tous mes projets. Donc ça, c'est le premier point. Donc ça arrive, voilà, c'est pas dramatique. Petite dinguerie du jour, un appartement où on a tout refait. Là, il y a un locataire qui se plaint qu'il n'arrive pas à avoir euh, la bonne température avec le mitigeur. Donc je sais pas exactement ce qu'on va faire. On va aller le tester et puis au pire, peut-être on le changera. Enfin, il vaut mieux payer 200 euros plutôt qu'avoir des nœuds au cerveau. Mais j'ai remarqué que très souvent, quand on a des appartements complètement refaits, on a tout le temps des problèmes. En fait, c'est un peu comme les voitures neuves. Souvent, il y a des problèmes. En fait, c'est parce que c'est comme ça. En fait, c'est pas parce que c'est neuf qu'il n'y a pas de problème. Et parfois, des appartements qui ont été refaits il y a quelques années, on n'a plus de problème parce que tout a été testé, approuvé et n'est pas encore trop vu. Donc c'est toujours ma théorie sur les travaux. Moi, je suis pas pour tout refaire parce que ça coûte cher, ça prend du temps. Ça fait pas gagner tant de valeur que ça, ni au loyer, ni à la revente. Et c'est des risques supplémentaires. Donc bon, voilà, celui-là, on a dû refaire. Et ça fait déjà plusieurs problèmes que j'ai, qu'on règle petit à petit, hein, qui sont pas des gros problèmes, mais quand même, on s'en passerait bien quand on a dépensé plus que 15 000 euros pour refaire un appartement. C'est pas pour avoir des nœuds au cerveau. Et pourtant, c'est le cas. Donc ça, c'est pour mon achat en cours. Je dois quand même dire que l'agent immobilier, donc là, je suis revenu visiter avec mon artisan, parce qu'on va poser une cuisine, etc. Et elle est venue un samedi matin avec un orteil cassé, donc elle avait une sorte de, je sais pas comment on dit, une sorte de sabot. Enfin, vraiment, elle avait du mal à se déplacer. C'est son mari qui l'a conduit et tout. Et elle est venue, donc félicitations. Parfois, on crache sur les agents immobiliers. Elle, c'est une bonne, et donc voilà, elle m'a. Alors, elle fait pas tout parfaitement, mais on peut quand même souligner, il y a plein d'agents qui travaillent pas le samedi. Et alors elle était carrément en arrêt, hein, visiblement, et elle est venue spécialement pour l'occasion. Ensuite, petit point, Alicante. Je vous ai annoncé dans l'épisode de la semaine dernière qu'on fait un séjour à Alicante début mai. Enfin, ça c'était la semaine dernière. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est donc une maison incroyable. On a déjà été l'an dernier. J'ai plein d'avis Trustpilot sur l'événement. Et en fait, il s'avère que on avait réservé la maison, donc il y a là 15 places. Donc l'idée, c'est d'échanger entre investisseurs au soleil. Avec, je co-organise ça avec Jonathan, mon ami, qui a un appartement sur place, donc il connaît bien la zone. Et en fait, on s'est fait, il y a eu trop d'engouement, tout simplement. Donc la maison, elle est partie en quelques secondes. J'avais pas fini de l'annoncer qu'elle était déjà pleine. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a réfléchi avec Jonathan et on a repris la maison, on a réservé pour un créneau supplémentaire, donc qui sera du 14 au 18 mai. Et malgré ça, il y a déjà 8 places qui sont prises sur ce séjour, donc il en reste plus que 7. Donc en gros, voilà, on a 23 places qui sont parties moins d'une semaine après l'annonce. Donc si vous voulez nous rejoindre, soit vous m'envoyez un mail direct info@babypatron.net, soit sinon vous allez sur mon site grosbillet.com/alicante, ALICANTE. Il y a toutes les infos dessus, il y a les tarifs, il y a tout ce qui est, en fait, tout est compris. Nourriture, resto, activités. On va faire du bateau, on va faire
visiter la ville, on va super bien manger, paella, comme la vraie paella, et cetera. Passer un super bon moment, tout est compris, voilà, y compris quand on va au resto, et cetera. Heu, donc grosbillet.com/Alicante, dépêchez-vous. Du coup, il reste 7 places 23 places qui ont déjà été prises. Ça va être trop bien. 14 au 18 mai. Si j'ai eu la question plusieurs fois, si je peux pas arriver pile le 14, je peux pas partir le 18. Si je dois partir avant, aucun problème bien sûr. C'est juste que le tarif ça reste le même. On va pas donner votre lit à quelqu'un d'autre si vous arrivez pendant 2 jours et qu'il y en a quelqu'un qui repart 2 jours plus tôt. Donc voilà, le tarif sera le même. Mais si vous pouvez arriver que le 15, vous arrivez que le 15. Si vous devez partir le 17, vous partez le 17. 14 au 18 mai 2026. Et ce sera très probablement mon seul événement physique parce que du coup, là, on va le faire 2 fois de suite. Donc en mai, 2 gros week-ends de suite. Donc ça fera déjà beaucoup de travail. Entre-temps, je dois partir aussi au Vietnam en début d'année. Voilà, j'ai mes projets qui se rallongent, donc j'ai plein de projets qui s'additionnent. Donc voilà, ce sera très probablement le seul événement physique comme ça qu'on fera en 2026. Donc ne le ratez pas, il reste 7 places. grosbillet.com/Alicante ou sinon vous m'écrivez un mail info@byebyepatron.net. Et ensuite, le dernier point que je voulais voir avec vous, euh, c'est que je suis en train de peaufiner, je travaille dessus là depuis des quelques semaines là, et en fait, je vais le 2 novembre, je vais faire un gros live, grosse soirée sur, alors ce sera tout seul ce coup-ci, ce sera sur les 3 leviers de l'argent, sur l'argent infini, l'argent exponentiel, l'argent des autres. Je vous explique tout ça. Donc ce sera le 2 novembre. Je vous laisse vous inscrire. Je mets le lien en description. Donc ce sera sur grosbier.com/levier. LEVIER, grosbier.com/levier. Et je vous le dis, ça me fait mal au cœur de le dire, mais je le dis, n'achetez aucune formation à moi avant cette date. Avant, il y aura plein d'offres, il y aura plein de dingueries, plein de bonus à partir voilà du 2 novembre. Je vous montrerai en fait dans ce live, ça va être vraiment quelque chose que j'ai jamais fait. Énormément de chiffres, énormément de revenus que j'ai, énormément de plus-value que j'ai fait. Voilà, chiffres à l'appui, print screen à l'appui. On va parler bourse, on va parler IA, on va parler crypto, on va parler immobilier bien sûr. Je vous présenterai des chiffres que j'ai jamais présentés nulle part. Tout ça sera dans une soirée spéciale. Donc, ce sera le 2 novembre pour un live. Donc, je vous laisse vous inscrire. Les plateformes que j'utilise pour faire des lives, elles sont limitées à 200 personnes. Donc, inscrivez-vous dès à présent. Et voilà. Ne m'envoyez pas d'argent avant. Je vous préviens, voilà. Si vous voulez une de mes formations sur la bourse, sur l'IMO, sur la crypto, sur l'IA, sur le podcast, va falloir être patient parce que là, j'ai tout fermé. Ça sert à rien tant que là, je travaille sur ce projet et c'est vraiment comment. Du coup, je vais vous expliquer comment vraiment euh, multiplier toutes les sources de revenus et en fait utiliser l'avantage qu'on a dans certains points de sa vie pour utiliser ces 3 leviers de l'argent, donc de l'argent infini, l'argent des autres et l'argent exponentiel. Ce sera une grosse soirée. Je vais la préparer comme il faut. Inscrivez-vous dès à présent, grosbier.com/levier. Et on attaque du coup avec mon épisode sur la Chine. Ni hao, bienvenue dans cet épisode solo sur mon retour sur la Chine. Donc je tenais vraiment à vous faire un épisode, je viens de rentrer de Chine il n'y a pas longtemps, et je tenais vraiment à vous faire un épisode tant que c'est frais dans mon esprit, sur ce pays dont on entend tout le temps parler, mais que au final peu de monde a déjà arpenté. J'ai eu cette chance et donc je vais vous le partager dans cet épisode. Et bien sûr, je vais essayer de faire un bon parallèle avec l'Occident, aussi un peu tout ce qui est côté business, mais pas seulement, pour que vous ayez une bonne image de mon ressenti et du ressenti que vous pourriez avoir si jamais vous allez en Chine. Avant de démarrer, je vais mettre quelques petites
disclaimer, j'ai passé 2 semaines en Chine, dont plusieurs jours à Hong Kong, qui est pas ce qu'on appelle le mainland China. Donc, bien sûr, je prétends pas connaître toute la culture chinoise, encore moins tous les habitants ou que sais-je. Je pense que du coup, j'ai une vision probablement meilleure que 95% au moins des Européens qui sont jamais allés là-bas. Mais voilà, je considère pas du tout être un expert de la Chine. Et bien sûr, il y a des questions, c'est pas la peine qu'on passe trop de temps dessus sur la politique, etc. C'est pas du tout mon but. Mon but, c'est vraiment de casser vos idées reçues. En fait, ce cassage d'idées reçues, je trouve que c'est toujours bien dans tous ces aspects de la vie. Ça peut être pour vos business, des plafonds de verre qu'on se mettrait, des fausses, on a vite fait de se mentir à soi-même, des fausses croyances qu'on aurait. Voilà, beaucoup de gens, par exemple, dans le business, se disent, je vais 10 000 euros par mois. 10 000 euros, c'est un bon objectif. Déjà, quand on l'a atteint, on est super content, mais souvent, du coup, on plafonne, par exemple, à 10 000 euros et casser de temps en temps ces barrières. Ça peut être aussi dans le sport, courir. Il y a des gens, je connais des gens maintenant qui font des trails de 100 kilomètres. Pour beaucoup de gens, y compris moi, déjà un marathon, c'est hyper long. Et en fait, on peut aller bien au-delà. Donc c'est pour ça que je trouvais intéressant de faire un épisode sur la Chine, sur le cassage d'idées reçues. J'avais eu beaucoup de questions sur Instagram. J'avais fait une boîte à questions sur la Chine, donc je vais essayer de répondre à tout. Et en fin d'épisode, j'irai directement dans les questions qu'on m'a posées. Donc, on est parti avec mon épisode sur la Chine. Et en fait, vous allez voir, je suis assez enthousiaste sur la Chine. Du coup, je vais tout de suite commencer, comme ça, ce sera fait, sur les points négatifs du pays. Alors, j'ai parlé, en fait, j'avais une guide assez de 27 ans pendant une journée, donc c'est avec cette chinoise que j'ai le plus parlé pendant le plus longtemps. Je l'avais pendant 10-12 heures avec moi, donc on a pu poser plein de questions. Le gros point, quand tu travailles notamment dans la tech, mais je vous dirai après les salaires qu'elle m'a dit, mais si tu travailles chez Alibaba, Tencent, Xiaomi ou que sais-je, tu travailles beaucoup, tu commences vers 10-11 heures du matin et tu travailles jusque assez tard. Et ensuite, apparemment, les gens un peu de sa génération, ils se couchent vers 2 heures du matin, et surtout les hommes, en jouant aux jeux vidéo. Donc ça, c'est et tu travailles 6 jours par semaine. Donc ça, c'est le point quand tu bosses pour ce genre de société. Et après, le deuxième point qui est assez, qui fut en fait sur un seul jour assez pénible, c'est la sécurité. Quand on a été place Tiananmen, si t'es interdite à Pékin, là t'as vraiment une sécurité. J'ai jamais eu ça dans aucun aéroport du monde. J'ai dû jeter, j'avais du gel hydroalcoolique, mais un tout petit de, je sais pas, 5 centimètres de haut. Ils auront passé aussi au peigne fin. J'avais imprimé tout mon planning avec les hôtels et tout. Ils m'ont demandé ce que c'était, etc. C'était assez intrusif et voilà, pareil, fouille, on m'a demandé carrément d'enlever la coque de mon téléphone, enfin voilà des choses qu'on voit pas ailleurs. Donc ça, mais bon, ça a été, je suis parti de 2 semaines, ça a été une histoire de voilà, place Tiananmen, cité interdite, j'y étais peut-être pendant 2 heures. Donc c'est pas représentatif de tout le flow que j'ai eu, mais voilà, je tenais quand même à le préciser. Et après, moi j'avais une puce de téléphone française, donc ça allait. J'avais accès à tout parce que j'ai Free et donc on a internet avec Free en Chine. Mais par contre, si vous utilisez que les Wi-Fi et tout, vous allez être bloqué de quasiment tout. Alors pas de Instagram ni de Snapchat visiblement, mais WhatsApp, tout ce qui est vos boîtes Gmail et tout, très très compliqué. Donc ça, comme ça, j'ai attaqué avec les points que j'ai trouvé problématiques et maintenant on va faire l'épisode avec. Je vous ai préparé un épisode en 8 parties. Donc on va voir ensemble. J'ai mis une carte postale rapide, mobilité, technologie du quotidien, coût de la vie, culture, opportunités et limites pour un entrepreneur, idées reçues. Et puis après, la partie 8, ce sera la question-réponse des personnes sur Instagram. Voilà, on attaque tout de suite. Du coup, je vais pas vous mettre à chaque fois un petit son parce que je trouve que c'est un peu pénible sur 8 parties. Donc carte postale du voyage et puis de ce que j'ai pu voir. Alors, peut-être c'est une question qu'on va poser, pourquoi tu as décidé de partir en Chine? Moi, j'étais déjà dans beaucoup de pays dans le monde, hein. J'étais aux US plusieurs fois, j'étais en Argentine, au Brésil, j'étais dans quasi, je sais pas, une vingtaine de pays d'Europe.
J'étais au Moyen-Orient, j'étais en Malaisie, Thaïlande, Singapour, Australie, Indonésie, Japon, Inde. Donc voilà, j'ai déjà pas mal voyagé et je trouve ça d'ailleurs étonnant que j'aille si tard en Chine. Globalement, pourquoi j'étais assez tard, c'est parce que j'ai l'impression que ça tente pas beaucoup de gens et on va voir que c'est un gros point positif du voyage et notamment, ben voilà, si vous êtes en couple, c'est pas forcément le voyage de couple qui est privilégié. Moi, je suis parti avec un ami et un ami, si je peux vous recommander ça pour avoir beaucoup voyagé avec beaucoup de gens, si vous avez quelqu'un qui gagne à peu près la même chose que vous, franchement, c'est super utile parce que du coup, vous posez pas de questions sur est-ce qu'on va là ou non. Donc vraiment, c'est pour moi, de ce que j'ai pu voir, un des points principaux pour un bon partenaire de voyage, c'est quelqu'un qui a à peu près le même pouvoir d'achat que vous, ou en tout cas qui a décidé de dépenser la même chose. Moi, parfois, je pars avec des amis qui gagnent 5 fois moins que moi, mais ça pose pas de problème parce que moi, je pars 10 fois plus qu'eux. Donc en fait, dans chaque voyage, je vous dirai à la fin aussi combien ça m'a coûté, mais dans chaque voyage, globalement, voilà, je dépense à peu près la même chose qu'eux. Et parfois, ils partent une fois tous les 2, 3 ans dans des longs voyages, là où moi, j'en fais plusieurs par an. Alors, carte postale un peu du voyage des US, donc du trip en Chine. Donc, j'ai commencé à Hong Kong et je trouve que c'était une très bonne transition. Hong Kong, c'est vraiment bah voilà, on connaît son statut, donc c'est un peu la version allégée de la Chine dans le sens où il y a quand même beaucoup de gens qui parlent anglais. On peut payer en carte Visa, je reviendrai dessus après. Bon, ils ont une monnaie à part et c'est plus cher que la Chine. Voilà, ça se rapproche plus de ce qu'on a l'habitude de connaître, même si bah, c'est une ville qui est super, qui a l'air super agréable à vivre. Bon, juste après qu'on soit parti, il y a eu un typhon, mais il faisait super bon. Enfin, moi, j'adore la chaleur, donc il faisait super bon. Il y a vraiment, il y a des plages, il y a la ville bah, hyper dense qu'on connaît, qu'on peut voir depuis une montagne qui s'appelle Victoria Peak. Il y a toujours un peu le côté anglais. On boit, et même dans toute la Chine, du milk tea, du thé au lait. Il reste quand même un peu de l'héritage anglais. Et je pense que c'est vraiment une bonne base. On va le voir après. Est-ce que je m'installerai en Chine? La réponse, je vous le dis clairement, à long terme, c'est non. Pour plein de raisons, mais je pense qu'à l'inverse, Hong Kong, c'est vraiment, un bon point de chute. Du coup, j'avais eu Arnaud, j'ai rencontré, que j'avais eu sur le podcast. Ce qu'on peut dire, c'est que, bah, c'est super moderne, super propre, super, toute la Chine, hein, globalement, je vais vous le dire d'avance, c'est, à part vraiment quand on va dans les campagnes, mais tout ce qui est les gares, les aéroports, les centres commerciaux, tout est mieux organisé qu'en Suisse, qu'en Allemagne, qu'à Dubaï, plus propre, plus moderne. Donc que ce soit quand on est arrivé, je suis arrivé de Chine à Francfort et avec mon pote qui connaît quand même assez bien aussi le coin, on s'est dit c'est vraiment plus sale et moins bien organisé que en Chine ou qu'à Hong Kong. On est vraiment dans un niveau supérieur de. Après c'est aussi parce qu'il y a beaucoup de main d'œuvre, hein, faut le dire clairement. Mais voilà, ça peut se comparer à Dubaï, mais niveau organisation, c'est quand même plus fluide, je trouve. On voit qu'ils sont vraiment habitués à gérer des gros fluides, des gros flux de personnes. On sent pas du tout, à part quand j'étais à Pékin, on sent pas où j'étais vraiment aux heures de pointe dans le quartier des bureaux et tout ça. On sent pas beaucoup le monde en fait. On sent pas qu'il y a beaucoup de population. Bien sûr, il y a du monde, mais j'avais été en Inde, c'est incomparable avec l'Inde. Et en fait, ça, c'est par exemple un des endroits où je trouve qu'il y a le plus de monde où j'ai été. J'étais 2 fois, c'est au Vatican, c'est vraiment insupportable. La Chine, ça a rien à voir avec ça. Il n'y a pas plus de monde que c'est par exemple moins dense qu'à Paris dans beaucoup d'endroits ou à Lyon quand c'est la fête des Lumières ou quoi. Vraiment, on sent pas particulièrement qu'il y a beaucoup de monde. Si ce n'est qu'on voit des tours qui sont super grandes d'habitation par dizaines dans pas mal d'endroits, mais au quotidien, c'est vraiment pas gênant ce monde et je trouve que c'est plutôt, on va le voir, plutôt utile dans pas mal d'aspects. Donc voilà, j'étais mi-septembre, fin septembre, il a fait beau, short t-shirt, voilà, on était bien. Pékin, c'est à 2 000 kilomètres au nord de Hong Kong, c'est où j'ai fini, donc il faisait un petit peu plus frais, mais il faisait plus que 20 degrés, donc c'était très agréable. Après, bah, je vais vous détailler maintenant point par point, heu, les constats que j'ai pu faire.
sur, la modernité ou non, de la Chine et ce qui est bien, pas bien. Donc le point numéro 2 après, un peu cette carte postale, ça va être tout ce qui est, mobilité et infrastructure. Donc globalement, c'est, hyper, hyper, hyper impressionnant. Alors par exemple à Pékin qui est une grosse ville, hein, plus que 20 millions d'habitants, tous les scooters ils sont électriques et j'ai l'impression dans presque toutes les parties de la Chine, j'ai vu en tout cas plus que 9 scooters sur 10 c'était électrique, donc pas de bruit et c'est assez bien fait. Ils ont comme des, dans pas mal d'endroits, comme des pistes cyclables, on va dire, mais un peu plus larges pour les scooters. Donc les scooters roulent pas sur les mêmes voies que les voitures. Ils roulent assez doucement, hein, globalement. Je sais pas s'il y a des radars partout, mais ils roulent assez doucement et du coup, ça te permet de vraiment faire passer beaucoup de monde et quand vous avez, un taxi, donc là-bas, c'est une appli qui s'appelle Didi, c'est équivalent Uber, qui arrive et ben, lui, il vient dans cette voie, pour vous chercher parce que c'est la plus proche de, bah, du trottoir, tout simplement. Donc il y a trottoir, cette voie de peut-être, 3 m de large, plus large quand même qu'une piste cyclable, ensuite un terre-plein, ensuite, bah, la route. Pareil de l'autre côté, du coup, route, puis terre-plein, puis piste, pour les bah, il y a des vélos aussi, hein, il y en a pas tant que ça. J'ai vu quasiment aucune trottinette électrique quand je sais qu'elles arrivent de de Chine, c'est assez marrant. Mais énormément de scooters quand même électriques. Pour le parc de voitures, les voitures sont hyper modernes. Il y a pareil, à mon avis, il doit y avoir des législations qui interdisent les vieilles voitures, mais le parc, il est, je dirais qu'en moyenne, les voitures, elles doivent avoir, 3-4 ans et on voit, très peu de voitures, qui ont plus que 10 ans. Très peu de voitures défoncées, ou quoi. Énormément de voitures électriques. On voit pas mal de voitures européennes, mais j'ai l'impression que c'est des voitures qui ont été achetées, pas tout récemment, peut-être il y a 4-5 ans. Énormément de Audi A8, Audi A6, Audi, Q5, L, là, donc version un peu limousine. Pas mal de Mercedes. J'ai vu quelques Ferrari, surtout à Hong Kong, mais c'est surtout, ouais, des Audi, j'en ai vu beaucoup. C'est la marque que j'ai vu le plus et pas mal de grosses voitures, quoi. Et après, les voitures électriques, alors moi, bon, chacun son avis dessus. En tout cas, quand il y a une population, quand même importante, bah, c'est très agréable, ça fait aucun bruit. Les taxis qu'on a pris, alors, 9 fois sur 10, c'était une marque, que je connaissais même pas. La marque qu'on voit le plus, c'est des BYD, mais il y avait plein de marques, franchement, jamais entendu parler. Les logos, je les connaissais pas, pourtant je connais assez bien les voitures. Mais là, c'est des marques, je crois j'avais vu une fois qu'ils ont plus que 100 marques chinoises de voitures. Et bah, globalement, dans les taxis, on est super, super bien, grand écran, bon service. Ce qui est très pratique, c'est l'application, l'équivalent de Uber s'appelle Didi. Et en fait, là où chez Uber, on doit choisir est-ce qu'on prend le Uber, je sais jamais, mais il y a le Black, le économie, le confort, tout ça. Là, on peut, si on veut, toutes les cocher. Donc là, il y avait des premium, priority, les moins chers, des conforts, et cetera. Et comme ça, en gros, c'est le premier qui valide, qui prend la course. Et les taxis sont vraiment, vraiment pas chers dans la Chine. C'est-à-dire une course en ville, en général, c'était 3-4 € et encore, ma guide chinoise, elle m'a dit que nous, on payait plus cher que les locaux. Mais, pour aller les plus longs trajets, pour aller à l'aéroport, par exemple, c'était dans les 10-15 €. Alors pas de Hong Kong. À Hong Kong, la vie elle est quand même plus chère, mais après en Chine, c'était vraiment pas cher, donc très souvent des courses à 3-4 €. Pareil, je pense que les voitures, elles sont subventionnées ou l'énergie, parce que c'est pas possible. De temps en temps, on faisait 20 minutes de taxi pour 4 €. Donc c'est super pratique vu que, bah, on verra après dans la langue, mais moi, vu que je parle pas chinois et que j'ai encore moins que je sais le lire, et ben, avec ces applis, on y arrive quand même bien, même si le Didi là, ça marche que en anglais et en chinois forcément. Parfois, je demandais à ChatGPT d'écrire carrément en chinois l'endroit où je voulais aller. Pareil, ChatGPT qui ne fonctionne pas si, vous avez une puce chinoise. Donc après, en fait, il y a des alternatives pour tout, mais si vous parlez chinois, en fait, surtout internet. Sinon, si vous avez qu'une puce chinoise, en gros, vous avez l'impression de retourner à l'âge de pierre. Moi, je regarde beaucoup, YouTube, bah, ça marche pas. Parfois le soir, je regarde, une petite série sur Disney ou sur, Amazon Prime, ça marche pas. Voilà, les réseaux sociaux, ils marchent quasiment pas. Donc c'est votre Gmail, il marche pas, donc c'est assez perturbant. Mais moi, j'ai pas eu ces problèmes parce que j'avais la carte. Ensuite,
On a pris le train plusieurs fois. Donc j'ai fait Hong Kong Guilin, si vous voulez regarder, c'est à peu près 3 heures de train, je dirais 500 kilomètres. Et après j'ai fait Guilin Chongqing. Là c'était 4 heures de train, je crois que c'était dans les 800 kilomètres. Donc tout ça vers l'ouest. Et ensuite j'ai pris l'avion pour aller à Pékin. Donc le train, c'est vraiment des viaducs et des tunnels tout le temps. Donc j'ai lu que en 2008, ils avaient quasiment pas de ligne à grande vitesse. Aujourd'hui, ils ont 87% du réseau mondial de lignes à grande vitesse, 48 000 kilomètres. Donc c'est vraiment énorme. Je sais pas, en France, ça doit être peut-être 3000 kilomètres. Je j'ai pas vérifié, mais vraiment le réseau, il est impressionnant. Et vraiment, et alors du coup, on n'a pas beaucoup de réseau dans le train parce que c'est vraiment un tunnel derrière l'autre. Je sais pas comment ils ont construit ça. Ça doit être vraiment, avec vraiment des millions et des millions d'ouvriers. Mais c'est vraiment, il y a un ratio dont j'ai appris l'existence. C'est le ratio, comment ils appellent ça, bridge tunnel d'un trajet. Donc c'est combien de temps vous passez sur soit un pont, soit euh, un tunnel par rapport au remblai classique. Et les trajets que j'ai fait, c'était entre 75 et 85% du temps où t'es pas sur du euh, sur du remblai, quoi. Là où chez nous, je sais pas, il doit y avoir, ça doit être 90% où on est dessus. Donc super impressionnant. Les trains fonctionnent très bien dans le sens où ils sont tout le temps à l'heure. C'est des gares par contre dédiées. C'est comme au Japon, c'est un peu comme si vous alliez dans un petit aéroport. Donc en fait, c'est pour ça que je pense que c'est pas les mêmes rails, que je sais même pas s'ils ont des trains. Enfin, ils doivent en avoir des plus classiques, mais moi j'ai pris que des TGV. Donc maintenant, à la base, c'était les Européens, notamment je pense que c'était Bombardier, Siemens, tout ça qui faisait Alstom peut-être qui faisait les trains. Maintenant, ils font leur propre TGV. Moi, j'ai eu les anciens, je crois, à chaque fois. Donc, super impressionnant. Il y a des dames qui passent. Je pense qu'en France, il y a pas si longtemps, il y avait ça. Il y a des dames qui passent dans le train. Vous pouvez carrément faire de la fondue, prendre une fondue, enfin fondue chinoise. Donc, en tout cas, vous pouvez. Ça, ils passent tout le temps. Tu peux tout le temps commander. Et bien sûr, il y a un wagon restaurant. C'est propre, c'est 2 places et 3 places. C'est pas 2 et 2 comme chez nous, donc c'est 2 et 3. Je pense qu'ils sont plus larges, il doit y avoir des rails plus larges, etc. Au Japon, c'était 3 et 3 de souvenirs. Donc voilà, les trains nickel, les gares nickel, pour vous donner bien sûr hyper sûr. À Hong Kong, par exemple, j'ai vu une dame qui laissait toutes ses affaires à une table, valise, sac à main et tout, pour aller commander à manger à 100 mètres de là. Ce que ce que je vous conseille pas de faire, gare de l'Est. Donc les trains très bien. Petit point qui est en fait quand tu arrives à Hong Kong, tu as assez peu d'immigration, donc le check-in de l'immigration. Par contre entre Hong Kong et la mainland, là ça a pris quand même une bonne heure de passer l'immigration. Donc en fait, c'était un peu comme prendre presque un avion. Bien sûr, plein de sécurité, y compris dans les métros. Vous devez toujours passer votre sac à dos dans un petit tapis roulant et ils checkent à chaque fois l'eau. C'est vraiment le truc qu'ils checkent. Ils ont une machine spéciale. Les routes, toutes les routes que j'ai prises, nickel, pas de nid de poule, pas de, enfin voilà, tout est récent, en sachant que j'étais quand même dans la campagne, hein. J'ai pas été que dans des villes, j'étais principalement dans des villes, mais j'ai aussi été, dans tout ce qui est autour de Guilin, vous pouvez regarder sur Internet, et notamment à Yangshuo, c'était quand même bien la campagne. Donc voilà, je regarde mes notes. Il y a beaucoup d'escaliers. Globalement, les Chinois, je vous apprends rien, ils sont pas du tout en surpoids. Et je pense que ça joue quand même. On voit qu'il y a beaucoup d'escaliers là où chez nous il y aurait des escalators. Il y a un jour, j'ai fait l'équivalent de 84 étages d'après l'iPhone de marche. Donc il y a beaucoup d'escaliers encore. Donc c'est un peu le truc plus ancien, mais à la limite c'est peut-être pas mal. Euh, je sais pas si je vais mettre là. Ouais, je le mettrais plutôt dans. Non, je vais quand même vous le dire. En fait, ce qui est impressionnant, c'est pas vraiment infrastructure, mais il y a des gens. En fait, ça vit pas mal la nuit, y compris des personnes assez âgées, je sais pas, 70 ans, qui font à 21 heures sur une grosse esplanade comme ça, qui font du qigong, qui font comme un peu des danses avec comme des drapeaux. Ça ressemble un peu à des dragons. Il y a des gens qui dansent dans la rue le soir. Il y a des gens
voilà, qui font des sortes de karaokés. Donc vraiment la nuit, surtout à Pékin, j'étais impressionné. Donc c'était surtout au parc olympique qu'on a vu le plus sur des centaines de mètres. Pour les Strasbourgeois, par exemple, l'équivalent au boulevard de la Victoire, en gros des grosses esplanades comme ça de plusieurs centaines de mètres, de voir comme ça des gens qui sont qui ont l'air contents, qui font leurs activités, que personne n'embête, que enfin voilà. En France, j'irais pas faire du qigong dans la rue d'une grande ville à 22 heures. Donc voilà, c'est aussi pour mettre un peu, pour tempérer avec. Alors bien sûr, l'idée c'est pas du tout de parler du régime politique ou quoi. Bien sûr que en France, on est beaucoup plus libre de ses opinions, mais en France, on peut pas, et c'est des choses qu'on peut pas faire. Clairement, euh, il y a, tu peux pas, tu vas pas faire du karaoké dans la rue, tu vas pas danser un peu une sorte de salsa tango. En tout cas, j'ai jamais vu ça dans la rue. Là, c'était un mardi soir. Tu vas pas être entre groupes de retraités à 21 heures, alors qu'il y en a même qui marchent avec des cannes, faire des sortes de voilà, de danse ou de yoga. Voilà, la liberté, c'est aussi ça, je trouve, dans un sens. Euh, alors bien sûr, voilà, on n'est pas là pour donner des notes, mais c'est quand même, c'est impressionnant. Et puis ça, en fait, on a l'impression que peut-être qu'en Europe, alors peut-être pas à Paris, mais en fait, moi, je trouve toujours que le dimanche, typiquement, c'est une journée où il se passe rien. Alors peut-être c'est bien pour le corps ou que sais-je, mais et puis le soir, souvent, soit on va dans des lieux, mais on profite pas vraiment de l'espace urbain. Et donc, je trouve que ça rajoute des heures à la semaine, en fait, tout simplement, de pouvoir, comme ça, sortir, faire des choses le soir, avoir le dimanche plein de choses qui sont ouvertes, etc. Ça rajoute du temps. En tout cas, j'ai l'impression. Même si c'est forcément il y a pas plus d'heures, mais je trouve qu'on peut faire des choses en plus. Et après, quelque chose que j'ai pas vu, c'est à part donc un peu les gens qui dansent, qui font des sortes de tai chi, qigong, etc. J'ai pas vu vraiment de gens qui faisaient du sport à l'extérieur, du style course à pied. Alors chez moi, même en hiver, quand il fait nuit, j'en vois qui courent avec des lampes, etc. Ça, j'ai pas trop vu. Donc je sais pas quel est leur rapport au sport. Est-ce qu'ils font plutôt des sports d'intérieur? Est-ce qu'ils font pas de sport? Par contre, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans les villes, tu marches beaucoup et puis souvent avec pas mal d'escaliers, etc. Voilà, ça c'est le point mobilité infrastructure. Ah aussi, j'ai pris l'avion aéroport donc Chongqing Pékin, vol interne. Alors le truc embêtant, j'ai dû jeter, j'avais une batterie externe franchement assez récente de Ugreen, là ils font pas mal de pubs, j'étais très satisfait avec, d'ailleurs j'en ai recommandé une, mais j'ai dû la jeter à l'aéroport parce que sur les vols internes, il faut qu'il y ait comme nous on a la norme CE, eux c'est une norme QQQ ou non CCC pardon, je crois. Et je l'avais pas sur ma batterie qui a sûrement été produite en Chine. Du coup, j'ai dû l'ajouter. Ça, c'était le truc embêtant. Par contre, avion, donc j'ai pris pour mon vol interne, c'est visiblement la meilleure compagnie chinoise. Elle s'appelle Hainan Airlines. Elle est 5 stars au Skytrax. Et donc pour un vol d'environ 2 heures, j'avais dû payer je sais plus 150 euros peut-être. Et donc ouais, five stars. Donc il y a assez peu de compagnies qui le sont. Typiquement, il y a aucune compagnie, si je dis pas de bêtises. En fait, c'est quasiment que des compagnies asiatiques qui sont five stars. Donc en fait, c'est l'équivalent, on va dire, hôtel 5 étoiles. Toutes les compagnies que on connaît bien en Europe, les meilleures. Enfin, moi, je voyage souvent avec Suisse, par exemple, ou Emirates. Eux, ou Lufthansa, ils sont 4 étoiles au Condor, etc. Là, c'est five stars. Globalement, qu'est-ce que ça a changé? Le service était vraiment bon. Par exemple, quand à la fois mon voisin, une fois, il a commencé à lire le journal et aussi mon ami lisait un peu nos notes, t'as une hôtesse qui vient, qui t'allume la lumière. C'est un truc que j'ai jamais vu. Il y avait à manger sur un vol interne, mais bon, après, c'était pas non plus exceptionnel. L'avion, il est arrivé un peu en avance. Donc, je sais pas si c'est un truc chinois, mais enfin même bien en avance, une bonne demi-heure. Donc à l'arrivée. Donc je sais pas s'ils avaient volontairement mis un vol plus long ou quoi. Ou alors s'ils comptent différemment, peut-être c'est jusqu'à ce que tu sois sorti de l'avion ou je sais pas exactement. Mais en tout cas,
vol interne, nickel, en Airbus. Ils ont maintenant des avions chinois, des Comac, et j'en parlais, je vous en parlerai peut-être juste dans la partie suivante, mais ça s'est très bien passé. Donc voilà, tech du quotidien, et pareil, contrôle à l'aéroport, plus que partout dans le monde, plus qu'aux US, plus que ils font quand même, voilà, ils font pas semblant. Vous avez quelqu'un qui vous parle plus qu'au pied. C'est pas hyper intrusif, mais voilà, on sent la sécurité, elle est vraiment là. Tech du quotidien. Donc, je vous ai déjà parlé des voitures. Voitures électriques, voitures super modernes, des grands écrans comme dans les Tesla. Voilà. Après, il y a un truc qui peut être très compliqué, mais une fois que ça marche bien. C'est qu'en fait, on peut pas payer en carte Visa. On peut payer que avec des applications sur son téléphone. Donc, il faut avoir Internet sur le téléphone, sinon tu payes pas. J'ai vu un seul billet de banque. Eux, les Chinois, et puis je pense qu'on peut en retirer mais j'ai même pas essayé du cash. Mais on paye tout avec les applis, y compris la street food dans la rue, y compris un moment, mon hôtel, il m'a commandé un chauffeur pour un voyage de 1h30. J'ai payé au comptoir de l'hôtel. Voilà. Donc en fait, partout, il y a deux applis, il y a WeChat et Alipay. Et en fait, en fait, ils appellent ça des super applis. Ça fait l'équivalent de, par exemple, WeChat, ça va faire l'équivalent, donc, pour payer. Ça peut faire l'équivalent de Booking, de Uber, de WhatsApp, tu peux commander, ouais, enfin, voilà, tu peux commander la nourriture. Donc, c'est vraiment des super applis. Et Alipay, ben, c'est un peu le même système. Donc en fait, il y a deux systèmes. Soit dans les petits magasins ou comme ça, en fait, tu scannes le QR code avec ton téléphone et ensuite le gars te dit combien ça coûte, le vendeur, avec le montre sur une calculette, hein, parce que clairement moi je comprends pas le chinois. Et donc tu tapes le montant et tu fais payer. Ensuite, soit il y a Face ID, soit mot de passe, et tu lui montres et lui il reçoit. J'ai l'impression qu'il reçoit un, une petite notif comme quoi il a reçu l'argent. Ou alors dans les supermarchés, par exemple, en fait, toi-même, tu as un QR code et eux, ils le scannent et comme t'as pas besoin de taper le montant. Et après, je sais que maintenant, il y a moyen de payer avec sa main, donc juste, en fait, on peut enregistrer, je sais pas, la forme de sa main ou quoi, ou je crois avec son visage aussi. Mais bon, ça, je l'ai pas fait. À mon avis, faut quand même parler chinois pour mettre ça en place. Mais voilà. Après, c'est super pratique ces applis. Autant c'est un peu dur à mettre en place. Ils vous demandent bien sûr votre passeport et tout ça pour vérifier. Autant après, en fait, j'ai l'impression qu'en Chine, dans plein d'endroits, t'as pas besoin de créer de compte. Typiquement, si tu veux prendre un Vélib, tu scannes avec ton WeChat et tu prends le Vélib. Dans les restos, il y a des QR codes sur les tables, dans pas mal de restos. Et en fait, tu scannes le QR code avec WeChat ou dans les bars et tu commandes comme ça, tu payes comme ça directement avec WeChat. Donc, c'est vraiment l'appli qui sert à tout. Après, typiquement, bah, faut le dire, hein, tous tes paiements, ils sont tracés, quoi. Ça, c'est, mais bon, nous, c'est avec les cartes de crédit. Après, je suppose que voilà, nous c'est un peu plus dur d'accéder à nos paiements et puis on a le cash. Eux aussi, visiblement, ils peuvent payer en cash. Mais en tout cas, en tant que touriste, j'ai pas vu l'intérêt et donc ça marchait assez bien. Donc en fait, j'avais relié ma carte Revolut à Alipay ou WeChat. Le seul truc, c'est que pour eux, en Chine, ça va super vite et tu peux notamment mettre une sorte de balance. Là, ils appellent ça comme un solde. Par exemple, tu peux mettre, je sais pas, 300 € et après, ça part de ce solde à chaque fois que tu payes. Là où nous, il fallait à chaque fois quand même qu'il y ait confirmation. Donc, je suppose que dans un endroit, si j'avais été au -5 d'un sous-sol, j'aurais pas pu payer et ça prenait quand même souvent une vraie minute pour payer. Donc ça, c'était le gros point d'interrogation parce que en gros, si t'as pas les applis, tu manges pas, tu bois pas et t'es foutu. Mais voilà, après, bah en fait, c'est une fois que c'est en place, bah t'as pas à recréer des comptes comme nous on a, je sais pas, 1000 comptes surtout. Là, tout est via WeChat, donc c'est plutôt pratique. Ensuite, il y a ce que j'ai trouvé vraiment des choses toutes bêtes, mais à un moment, on a fait un jeu comme ça avec la guide. C'était un truc super marrant. Il fallait marcher sur des cases, etc. Et du coup, il y avait un casier. Ton casier, là où nous, on met des pièces ou quoi, eux, en fait, t'as une caméra qui s'allume. C'était vraiment dans un petit centre commercial. C'était rien de révolutionnaire.
T'as une caméra qui s'allume, hop, ça prend une photo de ton visage, ça ouvre le casier. Puis après, pour le déverrouiller, bah, tu montes juste ta tête et c'est déverrouillé. T'as pas besoin de est-ce que j'ai encore mon bracelet ou non, etc. Super rapide. Bon, clairement, il n'y a pas de RGPD en Chine, hein, faut le dire. Le truc que j'ai trouvé super efficace aussi, c'est que tous les et ça, si vous avez un business physique, je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut vraiment vous aider. Si vous êtes en contact avec les clients, tous les restos, quasiment, et aussi, je vais me faire masser 5 fois. Donc dans les spas, et cetera, ils ont des sortes de talkie-walkie. Ils ont un talkie-walkie, donc quand la personne qui prend la commande, elle est là, la serveuse, elle parle dans le talkie-walkie, en fait, elle passe directement la commande et ça va encore plus vite que les gens qui ont des tablettes, par exemple, ce qui est déjà la modernité chez nous. Là, franchement, ça va vraiment beaucoup plus vite. Elle dit tac, 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 la commande et c'est parti. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui écoute et qui note de l'autre côté ou quoi, très probablement. Mais en tout cas, super efficace. Et pareil quand bah au spa ou quoi, quand je sais pas, quand il fallait faire venir des serviettes, des choses comme ça, hop. Enfin moi c'était surtout me faire masser hein, que j'avais. Ils ont des talkie-walkie, ils ont des spas qui existent pas chez nous, je pense. Hein. C'est vraiment des trucs. J'ai été dans un, puis j'avais vu des vidéos sur le sujet. C'est vraiment un endroit où tu peux passer ta journée. Donc il y a des gens qui ont leur laptop, qui travaillent. T'as des endroits où tu peux voir des films. T'as une sorte d'épicerie. Tu peux te servir de tout ce que tu veux. Tu peux te faire masser. T'as des bains. T'as des salles de sieste. Voilà, c'est vraiment un endroit de détente, mais où ce qui est fait pour passer du temps et il est souvent c'est ouvert 24 heures sur 24. Donc c'est super agréable, ambiance très détendue. La musique chinoise un peu qu'on entend dans les restos, comme ça un peu de la soupe, elle est vraiment omniprésente clairement. Voilà, dans les aéroports, les chariots, ils sont pour pousser les valises là, etc. Souvent que les parents ont parce qu'ils ont trop de valises et tout, ils sont électriques. Donc il y a des QR codes partout, ça je vous l'ai dit. Globalement, tout est hyper efficace. Donc là, quand je parlais avec ma guide, elle a dit, mais vous, dans les restos, en Europe, parce que en fait, son mari, il était aux Pays-Bas, en fait, il faut commander au serveur, puis après, il vous livre, puis après, vous payez. Il dit, bah, nous, avec la WeChat, tu scannes, tu passes ta commande, et puis tout de suite, tu payes, et c'est réglé. Le serveur, il vient une fois, alors que chez nous, il vient 3 fois. Donc ça, c'est vraiment l'efficacité. Donc ça fonctionne assez bien. Le métro à Hong Kong, bon ça je l'avais déjà vu à Rio, je crois que c'est aussi comme ça à Londres, mais en fait t'as pas besoin de ticket, tu mets juste ta carte de bancaire sans contact et puis ça ouvre. Et dans le reste de la Chine, bah c'est avec Alipay, tu mets juste ton QR code et ça fonctionne très bien. Donc c'est vraiment la tech, c'est vraiment le pays de la tech, c'est vraiment en avance sur Dubaï, sur le Japon, j'en parle même pas, sur les US, sur New York. Enfin vraiment, il y a un cran au-dessus. Il y a au moins, voilà, enfin, tout est super moderne. Tout le monde a son téléphone, y compris les personnes plus âgées. C'est très impressionnant. Les magasins de téléphones, il y a plein de téléphones qui se plient dans tous les sens. Moi, j'étais dans un magasin, c'était pas du tout un truc lié à l'immobilier ou quoi. Il y avait côte à côte 10 types de poignées connectées. Voilà, à côté des téléphones, etc. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, les feux rouges sont connectés, donc c'est-à-dire que quand le chauffeur, il a son GPS, il sait dans combien de temps le feu rouge va passer au vert. Et quand toi, t'attends ton Uber, il y a rien de pire que attendre son Uber et qu'on voit qu'il bouge pas. Et en fait, tu vois qu'il est bloqué un feu et quand le feu sera déverrouillé. Et je crois que même quand tu conduis, en fait, ils arrivent à voir. En fait, les voitures, elles sont connectées entre elles, donc ils peuvent savoir s'il y a une voiture dans l'angle mort ou des trucs comme ça. Donc voilà, vraiment, c'est la modernité. Typiquement à Dubaï, il y a pas ça. Si on me dit ouais, Dubaï c'est moderne, oui. Et à New York, j'en parle même pas. Vraiment, je pense qu'on a du mal à s'en rendre compte, hein, mais j'étais à Chongqing, donc c'est la plus grosse ville du monde, taille de l'Autriche, 32 millions d'habitants. Pareil, il y a du monde, mais on le ressent pas trop. Les Uber, ils arrivent super vite, souvent en 2 minutes. Bah, c'est tellement dense. T'as un Uber qui coûte pas cher.
voitures électriques, partout tu peux charger ton téléphone, bien sûr. J'ai vu dans un magasin, c'était un robot qui attrapait les bouteilles qui servaient. Donc voilà, tout le temps des QR codes et tout ça, tout est fluide, tout fonctionne bien. Et en fait, ce qui est vraiment bien, après, c'est aussi avec le coût de la main d'œuvre, hein, surtout non qualifiée, je pense qu'il est vraiment bas. Mais t'as tout le temps des gens, donc c'est pas que la technologie comme en France où en fait t'as des machines pour remplacer des humains. Là, c'est les machines, c'est pour aller plus vite, mais dès que t'as un problème, euh, t'as toujours un humain dans les gares et tout ça. Il y a pas mal de systèmes qui sont faits pour les Chinois qui peuvent avoir, par exemple, avec leur carte d'identité chinoise ou quoi. Bah toi, hop, même si c'est pas des gares super touristiques et tout, il y a tout le temps quelqu'un. Tu lui donnes ton passeport, il te fait passer, etc. Clairement, quand on est occidental, ça se voit sur notre visage. Et les gens, ils sont très compréhensifs et tout fonctionne bien. Ils dégainent. Alors, ils dégainent. Est-ce que je vais quand même vous faire une petite. Ouais, je vous ferai une petite partie après. Mais allez, c'est la partie. Je l'avais pas prévue exactement comme ça, mais je vais la faire tout de suite. On va faire la partie 4 sur les gens. Donc, partie 4 sur les Chinois. Alors, bien sûr, ça, ils sont plus qu'un milliard, 1,4 milliard, je pense. Donc ça va pas être une généralité, mais globalement, ils parlent pas du tout anglais. Mais quand je dis pas du tout, c'est 10, 20, 30, yes, no. Ça, ils savent pas. Franchement, la plupart, c'est vraiment, après, ils ont un pays d'1,4 milliard. Le niveau, il est bien meilleur en France, là, alors qu'il est quand même cata. Par contre, dès qu'ils ils vous voient, bah, si vous ressemblez à un occidental, eh ben, ils sortent leur téléphone, ils parlent tout de suite dedans, mais peu importe l'âge, peu importe, ça peut être une vendeuse de street food de 65 ans ou 75 ans, ils sortent le téléphone et ils parlent dedans et ça traduit. Ben, eux, ils estiment que vous parlez anglais, donc ça écrit en anglais. Mais franchement, s'il y a un pays dans lequel vous pouvez voyager sans parler anglais, c'est bien la Chine, parce que de toute façon, personne parle anglais. Euh, Donc, après, par contre, une fois qu'ils ont compris ce que vous voulez leur dire, donc toi, tu leur montres sur ton téléphone ce que tu veux, parfois tu fais des gestes, de temps en temps, il y en a quand même qui parlent un petit peu anglais. Après, ils sont hyper serviables. Le service, mais c'est un niveau au-dessus de pareil, de Dubaï, des US, j'en parle même pas de la France. Vraiment, le service, il est impeccable. Il y a du monde. Alors moi, j'ai fait une sorte de barbecue, un peu style barbecue coréen, mais c'était plutôt avec des pierres chaudes et une grille au-dessus. Il y avait du bouillon, c'était un resto. Pour vous dire, c'était peut-être le resto le plus cher. On a payé 15 € par personne pour un. En fait, c'était à volonté. Il y avait des centaines d'aliments qu'on pouvait prendre et ça faisait à la fois barbecue, à la fois euh, du hot pot là, shabu shabu, ils appellent ça une fondue, on va dire. Et dans les 15 €, il y avait aussi les desserts, toutes les boissons, des jus de pastèque, tout était super. Si vous voulez de l'eau, bien sûr, tout l'alcool que vous vouliez, donc des bières, du vin, des cocktails, voilà, des fruits. Donc c'était 15 €, c'était hyper classe. Je sais pas, l'équivalent en France, je dirais que ça coûterait au moins, déjà il y a jamais l'alcool, mais peut-être 80 €. Et et en plus, on avait donc une serveuse, une dame, qui s'occupait de nous, qui nous a fait tout le barbecue, qui nous a tout fait griller et qui nous le donnait comme ça. Après, elle nous disait, là-bas, ils utilisent pas trop de sauce, ils utilisent plutôt des sels aromatisés. Donc, elle nous disait dans quel sel mettre et tout ça. Là où les autres clients chinois, eux, ils faisaient eux-mêmes. Nous, ils ont bien vu qu'on galérait, on savait pas combien de temps mettre trop dans la fondue, les viandes et tout. Bon, on vous pose pas de questions, vous savez pas toujours ce que c'est. Mais c'était super bon, pas cher, très bon service, super moderne comme toujours. En plus, tu pouvais avoir, ben voilà, pareil, tu avais le truc à volonté, mais en plus tu pouvais commander plein de trucs sur une tablette gratuitement, etc. Donc c'était top, c'était le meilleur resto qu'on a fait, c'était à Chongqing, dans un centre commercial. Par hasard, c'était pas, bien sûr, on se sert pas de Google Maps parce qu'il y a pas Google. Donc en fait, les restos, j'ai mangé partout, dans la rue, dans des restos chics, dans des restos normaux. Jamais été malade. Après, en Asie, souvent la nourriture, elle cuit pendant très longtemps. Il y a beaucoup des bouillons et tout ça, donc je pense que ça élimine pas mal de bactéries. Donc, mais les gens super serviables.
Ils sont pas là à vous demander des pourboires tout le temps. Heu il y a, heu, alors on m'avait dit et ça c'était une question qu'on m'a posée: «Est-ce qu'ils crachent?» Oui, il y a des personnes qui crachent, mais j'en voyais peut-être une ou 2 par jour, alors que je voyais des centaines de personnes, hem, voire des milliers dans par jour et tu en voyais quand même, surtout des hommes qui crachaient, surtout des hommes un peu plus âgés et aussi, à un moment, il y a une dame qui m'a encaissé et elle a roté, elle a roté et j'ai demandé à la guide, elle a dit: «Ouais, bon, c'est pas vraiment, c'est pas encouragé, mais ça peut arriver». Donc je sais pas, j'ai entendu peut-être, 6-7 personnes en 2 semaines, rôter. Pour le reste, donc en tout cas, c'est propre. Les gens, ils sont, plutôt bien habillés, hein. Je dirais mieux plus chic qu'en Europe pour la plupart. Que ce soit les femmes, elles ont des belles robes, voilà. Après, souvent, bah, les gens, ils sont élancés, ça donne un peu de l'allure. Ils sont souvent, pas très grands, mais quand même, il y a les jeunes, il y en a qui se font plus qu'1 m 80, mais la plupart, ils sont plus petits que la moyenne des Européens, je dirais. Et en tout cas, super service, vraiment incroyable. Plein de fois, on nous a aidés. Typiquement à Hong Kong, on voulait manger de l'oie laquée. Et ben il y avait un couple de retraités à côté de nous parce que la dame à Hong Kong, tout le monde parle pas anglais. Là, du coup, bah ils ont commandé pour nous, ils nous ont commandé des autres trucs et tout, super sympa. J'ai fait une croisière aussi d'une journée sur, ça s'appelait la rivière Lee. On avait pris les meilleures places, donc on était en haut, devant. Alors c'était pas des sièges, c'était un méga canapé. Et pareil, il y avait une dame à côté de nous, un couple de Chinois, je sais pas, ils devaient avoir 50 ans. Ça se voyait qu'ils avaient de l'argent, montre Chanel, sac Vuitton et tout. Et ben la dame, elle voyait qu'on galérait un peu, bah elle m'a expliqué le thé, elle m'en a servi un peu et plein de fois elle m'a expliqué des choses, elle parlait un petit peu anglais. Donc vraiment au niveau service, ils sont super et ça m'a rappelé un petit peu, alors c'est pas exactement pareil, mais quand j'avais été en Russie, en fait, vu que c'est des pays où il y a pas trop de touristes, les gens, ils prennent vraiment le temps. Moi, c'est pareil, je viens d'une ville qui est pas du tout touristique. Quand je vois des touristes, bah, je prends le temps, quand ils me demandent leur chemin et tout, je leur explique où manger, et cetera. Et je pense qu'il y a encore ça, et c'est pour ça que si vous voulez aller en Chine, je vous conseille d'y aller, maintenant, parce que ils sont vraiment très patients avec, les occidentaux. Sûrement que de temps en temps, ça doit les énerver et tout, mais vraiment, on a eu, aucun agacement, on n'a pas senti, quoi que ce soit de rejet. J'avais entendu qu'il y a des hôtels qui acceptent que les Chinois. Bon, nous, ça nous est pas arrivé. Mais il faut se dire aussi que c'est un pays, ça fait la taille des USA, hein. Donc voilà, ils sont 1 milliard 3 ou 4. Donc forcément, ils sont habitués à vivre avec, leurs, concitoyens. Donc mais en tout cas, même quand on allait se faire masser et tout, alors il y a des trucs un peu bizarres, genre, elle touchait, la masseuse, elle m'a touché la barbe, elle m'a touché mon nez. Elle avait jamais vu ça. Mais sinon, donc ouais, le service, il est au top dès lors qu'ils ont compris ce que vous voulez. Et puis après, je pense que nous, en tant qu'Européens, sûrement, on est habitué à donner beaucoup, à avoir quand même de l'empathie pour tout le monde, à être plutôt sympathique avec même les personnes qui ont des métiers un peu simples. Là où je suis pas sûr que les locaux soient pareils. Puis c'est pareil, enfin c'est pareil voilà, j'avais déjà entendu bah, que ce soit à Hong Kong, à Dubaï, quand vous avez des helpers, donc des sortes de nounous qui aident pour les enfants, ils aiment bien avoir des occidentaux parce que je pense que nous la culture, elle est quand même plus dans voilà, c'est la culture de l'égalité, que tous les hommes ils sont égaux, etc. Qu'on a plus on va pas traiter quelqu'un mal parce que c'est un serveur. Là où je pense que c'est possible que ça arrive quand t'es local. Donc voilà ce que je peux vous dire sur donc les Chinois. Je m'attendais à ce qu'ils poussent, qu'ils donnent des coups de coude et tout, parce que j'avais vu ça à Singapour. Là, j'ai pas du tout vécu ça. Ils adorent les photos, ça c'est sûr. T'as dans plein d'endroits, t'as des photographes pros. Tu payes, c'est équivalent de 1,50 €. Tu peux avoir une photo pro et après ils te l'envoient, enfin ils te le donnent sur ton téléphone et tout, ou alors en AirDrop. Ils aiment bien les photos, surtout les femmes, elles aiment bien se faire prendre en photo. Voilà ce que je peux vous dire sur
Et en tout cas, ils ont pas l'air dans les villes. Après, c'est l'impression que j'ai. Je sais pas, je suis pas dans leur portefeuille, mais vraiment, ils ont vraiment l'air classe moyenne, bien habillés, modernes. Ils sont maigres, donc voilà, ça fait pas. C'est pas comme en Thaïlande, par exemple, où on voit que les gens ils sont vraiment plus modestes. En Inde, c'est beaucoup plus disparate. Là, la plupart des personnes qu'on voit, bah enfin voilà, ils ont pas l'air pauvres, ils ont pas l'air malades, ils ont l'air plutôt en forme, etc. Donc, bien sûr, c'est pas tout le monde, mais la plupart du temps, c'est comme ça. Et ils sont plutôt bien organisés. Donc, à la fois, il y a des gens qui gèrent les flux et à la fois, il y a, bah, ils suivent les règles. Clairement, quand tu prends le métro, il y a une ligne pour entrer dans le métro. Donc, ça doit leur changer quand ils arrivent à Paris. Ok. Ensuite, partie 5, coût de la vie et salaire observé. Alors, coût de la vie, globalement, je dirais que la vie, quand on voyage, c'est au moins 2 fois moins cher qu'en France. Donc, typiquement, bah, je vais vous dire, pour tout mon voyage, je vais le dire à ce moment-là, tout mon voyage, ça m'a coûté 2 500 € pour 2 semaines. Ça a été 850 € d'avion, 850 € de hôtel, plus train, plus avion, plus les activités que j'avais bookées à l'avance. Par exemple, j'avais un chauffeur privé pour aller à la muraille de Chine. J'avais Cité interdite, place Tiananmen. Euh, voilà. Et après, j'ai dépensé de nouveau environ 850 € sur place pour tout ce qui est donc les restos, les activités, les taxis, voilà tout ce qu'on dépense, les bouteilles d'eau, les bars, voilà, les attractions que j'avais pas réservées d'avance. Mais en gros, c'est 3 fois, voilà, 850 € l'avion, 850 € le déplacement plus hôtel. Donc les hôtels, j'ai eu des hôtels parmi les plus beaux de ma vie, je pense. Alors à Hong Kong, on avait vraiment pris un truc, ça faisait l'affaire, on a payé que 80 €, alors que c'est une ville hyper chère. Le mètre carré, il est bien plus cher qu'à Paris. C'est de l'ordre de 800 000 € pour 55 mètres carrés. C'était ça à peu près les prix. Mais les hôtels, on a trouvé un hôtel à 80. Alors il n'y avait pas 10 000 choix, mais c'était un hôtel, on va dire 3-4 étoiles pour 80 € la nuit. Et après, dans le reste de la Chine, quand j'étais à Guilin, Yangshuo, là vous pouvez regarder un peu sur la carte si vous voulez. Là, j'avais des hôtels à 60 € que j'aurais payé en France, je pense, aux alentours de 400-500 €, ou à Dubaï, hein, c'est à peu près les mêmes prix, je dirais. À New, à New York, 3 000 € peut-être. Là, c'était 60. Donc avec des chaussons, une balance, un petit coin pour le thé, un lave-linge dans la chambre. Euh, alors bien sûr, moi, je pouvais pas le faire, mais ils avaient celui qui nous a ouvert pour la chambre, il avait Alexa ou un truc du style. Il disait ouvre les volets, allume la télé, allume la clim et tout. Il faisait tout à l'oral. Ça fonctionnait. Après à Chongqing, j'ai pris l'hôtel. C'était un peu l'hôtel le craquage entre guillemets, c'était 120 € la nuit pour deux, hein, donc 60 € par personne. 48e étage, en plein centre, dans la tour du Westin, enfin dans le quartier un peu business. Super, voilà, toilette japonaise, tout de la pierre partout. Euh, Vraiment pareil. Là, il y avait un lave-linge, mais à l'étage, mais gratuit avec le produit, etc. Donc j'ai pu faire une machine, sèche-linge aussi bien sûr. Voilà. Une fois j'ai eu un petit déj, c'était vraiment incroyable. Petit déj à, je sais pas, enfin quand on paye 30 ou 40 € dans un hôtel, euh, on n'a pas ça en général en Europe. Et là c'était 60 € pour deux, la chambre plus le petit déj, avec des dim sum, plein de plats, des œufs, enfin tout ce que vous voulez. Donc voilà, les hôtels sont pas chers, les taxis sont pas chers. Ce qui est cher, c'est les trains, c'était pas donné, c'était dans les 50 € pour des trajets de 3-4 heures. Après, moi, j'ai tout réservé via un site qui s'appelle trip.com. Apparemment, c'est le plus gros site de voyage du monde. Franchement, il est pas mal quand même ce site, dans le sens où t'as des récompenses un peu.
Là, avec mon voyage, par exemple, j'ai 30 € de réduction avec ce que j'ai dépensé là-dessus. Et je suis passé statut Diamond. J'ai accès à 2 lounges d'aéroport, plus des annulations gratuites, etc. Je vais voir si je réserverai pas un peu pour la suite. Tu peux réserver même les trains en France et tout, j'ai vu dessus. Donc voilà. Donc pour le voyage, c'était pas très cher. Ce que j'ai trouvé assez cher, c'est en fait tous les produits qui viennent de Chine qu'on voit chez nous. Par exemple des vêtements, des petits objets et tout. C'était vraiment pas donné hein, dans. Enfin, un pull, c'était d'une marque chinoise que tu connais pas, c'était 40 €. J'ai vu, il y avait pas mal de figurines. Bon, alors moi, je collectionne pas ça, mais je connais des gens qui en collectionnent. C'était, voilà, il y en avait à des pas très grandes, à 100 €, des choses comme ça. Donc, hôtel pas cher, la nourriture pas chère. À un moment, on a pris un petit déj dans un endroit plutôt bien. C'était une sorte de ramen, un gros plat de bouillon. J'ai payé 6 € pour deux avec deux boissons. Donc voilà, nourriture pas chère, taxi pas cher, métro c'est dans les 25 centimes le trajet. Voilà. Donc ce qui est cher, c'est un peu les trucs connus. Enfin, tu peux payer 15 € pour aller voir un monument qui est connu. On a fait aussi un truc super bien, c'était des œufs. Donc c'était apparemment des Français qui ont installé ça, donc des remontées mécaniques quoi dans la montagne. Donc des œufs, des cabines. Là, c'était pour deux, on a payé 50 €, mais franchement, ça valait le coup, donc 25 chacun. Les œufs tout modernes, ça a été installé en 2020, le sol transparent. Et après, il y avait un super endroit où c'était un peu style Massif Central, mais avec encore plus de montagnes. Et là, t'avais un pont suspendu dans le vide, super impressionnant. Tout un parcours et après plusieurs ponts de plusieurs centaines de mètres en verre. T'avais une partie souvent en verre si tu voulais marcher vraiment sur le sol transparent et une autre partie un peu plus opaque. Pareil, bah ça c'est la Chine, donc tu peux avoir, t'as des surchaussons que tu mets pour pas rayer le verre, parce que dans plein d'endroits où j'ai été, à The Edge, à New York, à Toronto, je crois sur la CN Tower j'avais ça. Je suis plus sûr si c'était à Toronto, mais voilà. Dans plein d'endroits à Dubaï, il y en a plein de frames et tout. T'as pas de surchaussures et du coup les vitres elles sont sales. Alors que là, bah, en fait, tu mets des surchaussures et puis après, tu les donnes, tu les remets dans un bac et puis il y a des gens qui font que les ranger toute la journée. Donc bon, voilà. C'est l'avantage de la main-d'œuvre pas chère. Du coup, j'ai parlé un peu avec ma guide. Ce qu'elle a dit, c'était que elle était à Chongqing, donc la plus grosse ville du monde. Elle habitait dans un quartier central. Elle a dit que un appartement de 2 chambres, ça coûte à peu près 250 € par mois dans cette ville. Alors à Pékin, à Shanghai, ça va être vraiment plus cher. Mais elle, dans cette ville, 250 € par mois. Et elle a dit, si t'as un métier, si t'as fait des études, que tu bosses dans une boîte, elle disait toujours Internet Company, genre Alibaba et tout, tu travailles beaucoup, mais tu gagnes à peu près 34 000 $, non, euros par an, 300 000 yuan. 30, donc ça fait quoi, 3000 par mois à peu près, 250 € de loyer, mais elle a dit je travaille beaucoup. Et sinon, si tu as un job plus classique, il faut s'attendre à peu près 1000 € par mois. Et loyer, donc 250 € par mois. Voilà. Et elle, elle bossait pas. Et j'ai l'impression qu'il y avait pas mal de femmes. Et elle a dit plusieurs fois, ouais, l'économie is not so good. Elle me l'a dit plusieurs fois, l'économie is not so good. Euh, et elle bossait pas. Et elle allait finalement rejoindre son mari qui avait trouvé un métier aux Pays-Bas. Donc voilà, elle voulait pas d'enfants. Elle m'a dit qu'il y a beaucoup de gens qui voulaient pas d'enfants. Le mariage, ça a l'air d'être un peu une formalité dans. Alors en fait, elle a dit soit tu fais un mariage style formalité, donc tu vas à la mairie, tu signes, t'as des sortes de carnets de naissance un peu comme ça, tu te les échanges et voilà. Soit tu peux avoir le mariage où tu reçois une voiture et tout, mais du coup ta belle famille, elle va te demander d'avoir des enfants. Puis elle en voulait pas, de ce qu'elle m'a dit. Et elle disait qu'il y avait pas mal de gens de sa génération un peu dans ce cas qui voulaient pas forcément de gros mariages pour pas qu'après on les oblige à avoir des enfants, un ou deux hein, visiblement. Donc voilà ce que je peux vous dire sur le coût de la vie, les salaires observés. Bien sûr, c'est
c'est super restreint, mais j'ai quand même été dans plusieurs endroits, à plusieurs milliers de kilomètres l'un de l'autre, des petites villes, des grandes villes. Et c'est ça que j'ai vu. Voilà, partie 6. Et quand même, il y a enfin un truc qui m'a choqué, c'est que après c'est un peu pareil en Europe, je pense, mais par exemple, j'étais dans un temple un lundi matin, il y avait plein de monde, y compris des jeunes de 30 ans, enfin 25, 30 ans, des gens en âge de travailler. Donc je me demandais quand même qu'est-ce qu'ils faisaient là, des centaines de personnes, et c'était pas une cérémonie particulière ou quoi. Dans ce temple-là, ils aiment bien brûler de l'encens, des choses comme ça, mettre des sortes de fanions rouges. Voilà. Mais en tout cas, bah, j'ai trouvé ça, je sais pas à quel point on fantasmerait un peu le travail chinois. Alors c'est sûr qu'il y en a qui travaillent énormément, mais bah elle, typiquement là, ma guide, elle me disait que j'étais ses 4e clients et voilà. Elle avait une sorte de coffee shop avant, elle m'avait dit, des coffee shops, t'as pas l'air de travailler trop. Donc je pense qu'il y a des gens qui travaillent beaucoup, mais c'est pas 100% non plus de la population. Enfin, en tout cas, on voyait souvent des personnes en âge de travailler en pleine semaine dans la rue, quoi. Voilà. Partie, partie 7, opportunités et limites pour entrepreneurs investisseurs. Alors clairement, vu le régime politique, vu le pays, vu la langue, moi je lancerai pas d'activité en Chine, ça me paraît complètement ou d'investissement. Apparemment, ils veulent peut-être s'ouvrir pour certaines zones, qu'on puisse faire acquérir de l'immobilier, etc. Mais pour moi, c'est vraiment, il y a trop de barrières en termes de langue, de régime politique, etc. Je pense que vraiment là où c'est intéressant, c'est de voir ce qu'il y a, sourcer éventuellement des produits. En fait, ce que j'ai beaucoup aimé à Hong Kong, c'est que en fait, quand tu vas dans des pays d'expatriés où il y a des Français expatriés, souvent ils travaillent un peu tous dans la même branche. Ça va être, par exemple, s'ils travaillent, tu vas en avoir beaucoup en Suisse allemande qui vont travailler dans la pharmacie. Au Luxembourg, tu vas en avoir beaucoup dans le secteur financier. À Londres aussi. C'est souvent un peu des mêmes jobs. À Dubaï, tu vas avoir beaucoup de gens qui travaillent sur Internet ou alors dans l'immobilier. Donc c'est souvent des profils un peu tous les mêmes. Et là, bah, quand j'étais à Hong Kong, ben grâce, du coup, j'ai vu 3 auditeurs du podcast, Arnaud, Valentin et Mehmet. Et ils m'ont présenté encore d'autres gens, d'autres Français, etc. Et ils avaient des business, franchement, enfin, ils travaillaient pour des business dont j'avais jamais, je connaissais personne qui en avait. Donc il y en avait un, il m'expliquait qu'il était le numéro 2 des vendeurs de poubelles sur Amazon en France. Il y en avait un, il importait des jouets de Chine en France, etc. Donc en fait, vraiment le business qu'on imagine, quoi, de l'import-export, etc., aller sourcer les produits. Donc je pense que ce type, ça va de la Chine pour ce type de business, c'est-à-dire aller sourcer des produits, les revendre et tout, ça peut être vraiment intéressant, voir aussi l'avance qu'ils ont sur certains points. Il y a rien qui dit que demain on n'aura pas des applis pour payer, typiquement. Alors bon, c'est pas vous qui allez peut-être lancer il y a déjà, je sais plus, Lydia ou je sais pas quoi en France, mais on peut vraiment s'inspirer de cette modernité, c'est sûr, mais de là à lancer un business en Chine, ça paraît assez illusoire. D'ailleurs, je connais en fait quand même quelqu'un qui avait fait d'importateur de produits italien de luxe, et il avait dit que c'était quand même compliqué. Compliqué aussi parce que du coup embaucher des gens, lui c'était dans une petite ville, embaucher des gens qui connaissaient tout ça, c'était très compliqué. Donc je m'y lancerai pas en tout cas. Mais voilà, pour repérage business, tester des choses, voir ce qui fonctionne pas, super intéressant. Mais voilà, et investir dans de l'immobilier, ça me paraît vraiment compliqué et je pense que c'est assez cher dans les grosses villes déjà. Donc voilà, là j'ai fait un bon petit tour d'horizon. Je vais répondre directement aux questions auxquelles j'ai pas répondu qu'on m'avait posées. Alors, euh, hop, donc je vais vous citer. Euh, Comment j'ai choisi les villes que j'ai visitées? Bah en fait, j'avais pas vraiment. Je voulais aller à Pékin voir la muraille de Chine, c'est extraordinaire. J'ai vu le Machu Picchu, mais la muraille de Chine, c'est un peu du même niveau. Les 2 fois, si vous allez dans des monuments comme ça, je vous conseille vraiment d'aller le plus tôt possible. Nous, on est parti à 6h30. Je me demande si au Machu Picchu, j'étais pas encore allé plus tôt.
Mais voilà. Et après, une fois que je savais que je voulais aller à Pékin, d'abord je voulais arriver à Shanghai, puis finalement Arnaud, il m'a dit non, mais viens à Hong Kong. Finalement, je suis allé à Hong Kong. Et ensuite, de là, ben, je voulais aussi aller à Chongqing, donc après j'ai déroulé comme ça. Ensuite, on m'a dit la politesse et le savoir-vivre sont toujours absents. Donc là, je pense que j'ai répondu. C'est clairement beaucoup plus agréable de vivre, enfin de vivre, je sais pas, mais en tout cas dans les rues et tout, c'est mieux que à Zurich. À Paris, j'en parle pas. Ou enfin voilà, c'est mieux que dans toutes les villes d'Europe en termes de les gens, comment ils se comportent et tout ça. Tout est ordonné, voilà. Le coût de la vie sur place, donc je vous l'ai dit, donc on peut vraiment, moi j'ai dépensé 850 euros. Si tu veux, tu dépenses. Je me suis fait masser 5 fois dans ces 850 euros. Plus j'ai des chauffeurs privés, plus j'ai pris tout le temps le taxi, j'ai pris un peu le métro, mais voilà, tu peux faire encore beaucoup moins. Et les hôtels, j'ai des hôtels à 60 euros qui étaient exceptionnels. Si tu veux, je pense que tu peux trouver des hôtels à 10 ou 20 euros. Maintenant, je suis resté. Donc ça, c'est Emily qui m'a demandé. Donc 2 semaines, combien j'ai dépensé 2500 euros, donc par personne. Est-ce que la barrière de la langue est un problème? Bah oui, mais vu qu'ils ont tous des traducteurs, ça va. Est-ce que je pourrais vivre là-bas? Franchement, si on me disait tu fais 3, 4 mois là en Chine ou 5, 6 mois, pourquoi pas? Si c'est au moment où il fait beau, ça me dirait bien. Puis je suis sûr, il y a plein, vu que c'est énorme. Par exemple, les États-Unis, j'étais déjà, je crois, 6 fois et j'ai largement pas tout vu. Vu que ça a la même taille que les US, ça pourrait être vraiment intéressant. Est-ce que je me vois faire de l'immobilier là-bas? Non. Qu'est-ce qui m'a le plus marqué? Bah, je dirais la modernité et puis surtout que on, voilà, nous on a vraiment l'image en Chine que tout le monde, enfin voilà, vous voyez bien l'image qu'on a, que tout le monde est un ouvrier dans les usines, que ils sont vraiment surbloqués de partout, etc. Alors je dis pas qu'il y a pas des choses qu'ils peuvent pas faire, enfin qu'ils peuvent tout faire, mais en tout cas dans le quotidien on s'en rend pas du tout compte. Et voilà, nous il y a des choses qu'on peut pas faire en Europe. Typiquement laisser sa valise quand on va dans un magasin. Quand j'ai fait la croisière, pareil, je laissais ma valise à un endroit, j'avais pas tout d'œil dessus. Pareil dans le train. Voilà, toute un peu cette insécurité qu'on déteste en Europe, qui au final coûte beaucoup beaucoup moins cher que les impôts. Hein. Si on me vole ma valise, c'est l'équivalent de peut-être 3 jours d'impôts. Donc, mais voilà, c'est quelque chose qui est embêtant. Bah en fait, dès lors qu'il n'y a pas d'insécurité, c'est ce qu'on a à Dubaï, c'est ce qu'on a au Japon, c'est ce qu'on a dans tous les pays globalement, à part en Amérique du Sud. Dans tous les pays, c'est mieux qu'en France. Pologne, j'étais cette année, c'est 10 fois mieux. Voilà, ensuite c'est mieux. Enfin, dès lors qu'il n'y a pas cette insécurité où t'as pas, pourtant je suis pas un flippé, mais ça simplifie tellement la vie en fait que quand tu parles à quelqu'un, il va pas forcément t'arnaquer tout ça. Eh ben c'est vraiment, ça améliore grandement le voyage. Et c'est pour ça que si vous voulez y aller, alors autant faut être quand même à l'aise avec tout ce qui est appli, téléphone, traduction, tout ça. Donc si vous n'êtes pas de la génération de téléphone, c'est un peu plus compliqué. Ou alors faut un guide. Mais sinon, voilà, pour moi c'est vraiment un pays qui est sûr en tout cas pour les touristes. Après c'est que mon ressenti, comme je vous l'ai déjà dit. Ramène-moi une SU7, donc Xiaomi SU7, pour ceux qui savent pas, donc Xiaomi, ils faisaient des robots aspirateurs et des trottinettes, et maintenant, ils ont une voiture qui coûte enfin largement moins de 100 000 euros et qui fonctionne électrique, qui accélère plus fort qu'une Bugatti, qu'une Ferrari, enfin voilà. Donc la technologie électrique, qu'on le veuille ou non, je pense qu'elle va arriver chez nous, avec ses limites quand même en termes de batterie et tout ça, mais à l'échelle globale, on peut pas enlever que bah, ça fait moins de bruit, ça fait moins de pollution, ça fait moins de, c'est des voitures modernes, etc. Mais je crois que l'âge moyen du parc auto en France, c'est 12, 13 ans. Donc on n'est pas prêt. Mais c'est parce que si on s'est appauvri, hein, tout simplement, on s'est appauvri. Et donc quand tu vois là dans une ville qui est pas ni Shanghai, ni Pékin, ni Hong Kong, que tu as des ingénieurs à 33 000 euros par an, ok, ils travaillent beaucoup. Moi, j'ai des candidats locataires ingénieurs à 1800 euros net par mois. J'en ai déjà eu plusieurs, des jeunes. Donc voilà. Comment j'ai défini mon circuit? Donc ça, je vous l'ai dit. Donc si j'y retourne, bah j'irai dans d'autres régions. Hein. J'irai dans d'autres régions. J'irai à Shanghai. On ira, j'irai
Chengdu, enfin, je sais pas, voilà, il y a plein de trucs, Shenzhen, sûrement un peu plus aussi dans la campagne. Donc voilà. Qu'est-ce qui m'a le plus choqué? Donc voilà, les préjugés. Moi, je pensais, enfin, on m'avait dit les gens ils poussent, ils crachent partout, ils sont mal organisés, ils sont pas civilisés. Donc typiquement, c'est vraiment pas ce que j'ai vu. Tu montes dans un TGV en première classe en France, c'est moins civilisé que dans pas mal d'endroits. Est-ce que tu me verras investir là-bas? Non. La misère en Chine, on la voit ou pas trop. J'ai vu quelques mendiants. J'ai dû en voir moins de 20, je dirais, en 2 semaines. Donc voilà, moins qu'en France globalement. Après, par contre, ce que j'ai vu, ça je vais pas vous le cacher, surtout à Chongqing, il y a des bâtiments super modernes et tout. Il y a des bâtiments, mais c'est vraiment, enfin, c'est des ruines quoi. C'est des ruines de 30-40 étages. Ça fait vraiment cage à poules. Je sais pas comment c'est dedans, mais à mon avis, enfin, nos blocs HLM sont vraiment largement au-dessus par rapport à ça. Un ordre de grandeur du budget, donc je dirais ouais, c'est à peu près la moitié du coup par rapport en Chine que Ludovic par rapport à la France que Ludovic qui m'a avec des prestations qui sont mieux. C'est ça aussi parce que enfin je sais pas combien vous dépensez pour un voyage. Alors normalement vous avez pas l'avion si vous habitez en France, mais pour le reste voilà, t'as des taxis super modernes, bouteilles d'eau, tout en cuir, des écrans, tu peux charger ton téléphone, etc. Ah oui, partout, un truc qu'il y a partout, ça je pense que ça arrivera aussi en Europe, c'est t'as des batteries, des power banks là, t'en as partout en fait, des distributeurs. Donc elle m'a dit ça coûte 50 centimes pour 1 heure. Et en fait, il y en a partout, donc tu la prends. C'est un peu comme un distributeur de canettes, on va dire, ou une boîte aux lettres jaune comme ça publique. Et là, tu déverrouilles une batterie, tu la prends, tu charges ton téléphone et tu la reposes à un endroit ailleurs où et il y en a vraiment partout. Ça, j'en ai vu peut-être 1000 des distributeurs de powerbank. Mais quand t'as plus de batterie, tu peux plus rien faire. Tu peux pas manger, tu peux pas, tu peux pas payer, tu peux pas prendre le métro, voilà. Donc, je pense que j'ai fait un bon tour sur la Chine. N'hésitez pas à me faire vos retours. Je vous recommande, hein, si vraiment vous savez, vous avez l'habitude de voyager, c'est pas autant. Par exemple, le Japon, c'est un voyage qui est vraiment facile. Dubaï, j'en parle pas. Les US, les gens, bah, si vous parlez anglais, ça va. Euh, Thaïlande et tout. Euh, c'est quand même un voyage qui est compliqué en termes d'organisation à cause de la langue, des applis et de l'usage du téléphone. Typiquement, j'avais un hôtel qui s'appelait Garden View Rooftop, je sais pas quoi, City Center. Ben, en fait, le nom d'hôtel, c'était écrit que en chinois. Donc, en fait, quand je suis arrivé, ben, j'étais même pas sûr que c'était mon hôtel. Donc, tu comprends rien souvent. Une fois, j'ai mangé une glace. J'ai pas fait un point sur la nourriture, tiens. Nourriture globalement pas chère, super bonne, mais il y a quand même des trucs, des dingueries, dans le sens, ils mangent les pattes de poulet, ils mangent les coups de canard, têtes de canard, donc ça, j'ai dû goûter. À un moment, je voulais prendre une glace, ça ressemblait à une glace à la pistache. La femme, elle me dit non, non, et je dis si, je veux ça. En fait, c'était aux haricots fermentés, ça avait un goût de vraiment de vieux fromage. Donc globalement, la nourriture, c'est très bon. Après, bon, je me suis pas posé des questions sur le fait que ce soit bio ou pas, ou l'élevage, les conditions d'élevage des poulets. Mais ils mangent des trucs qui sont quand même un peu bizarres. Mais franchement, on a super bien mangé. Ça, c'est un point quand je suis aux US, parce que j'étais 3 fois en un an là, qui vraiment me tape sur le système, c'est que tu manges que gras, que sucré. Au final, t'as très peu de légumes et tout. Et en tout cas, moi, ça m'impacte carrément sur mon moral. Là, il y a pas eu tout ça et tout est moins sucré. Même les boissons sucrées, les gâteaux, tout ça, c'est beaucoup moins sucré qu'en Europe. Donc je pense que c'est plutôt une bonne chose. Mais voilà, parfois tu manges des trucs. Bon, moi, je suis assez ouvert, hein, j'ai un peu tout goûté. Je pense que si t'es végétarien ou même si tu manges pas de porc, compliqué la Chine par rapport à ça. Voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez déjà été en Chine, si vous voulez y aller, écrivez-moi sur Instagram ou sur YouTube ou info@byebyepatron.net. Voilà, j'espère qu'il vous aura plu l'épisode.
Ça m'a demandé du travail, hein, 2 semaines en Chine, hein, à faire de l'exploration. Je vous rappelle, événement spécial sera le 2 novembre. Je vais vous inscrire grosbier.com/levier sur les 3 leviers de l'argent. Je vous donne tous les chiffres, vraiment combien j'ai fait, des résultats, des grosses négos, aussi des chiffres des personnes de mon entourage. Je vais tout vous donner. Ce sera un énorme événement. J'aurais jamais fait ça jusque-là. Donc grosbier.com/levier. Et pour Alicante, il reste 7 places. Donc vous pouvez m'écrire info@bybypatron.net. Je vous souhaite de prendre soin de vous, de vos proches et de vos gros billets. Et on se retrouve très très bientôt. Ciao.